Pierre Mazet. Mais Pierre, donc, qui est Lean Executive Coach et qui est l'ex-CIO chez Toyota en Europe, Pierre a déjà un gros parcours en fait dans l'automobile. Tu as fait Europcar, tu as fait Volkswagen et ensuite tu as fait 20 ans chez Toyota. Donc il a connu un peu toutes les facettes de cette industrie et tu as vécu l'expérience de développer des systèmes chez ces entreprises. Et ce que je trouvais intéressant dans ce parcours, c'est qu'en fait, quand on s'est rencontré avec Pierre, c'était il y a 6 mois. Et en fait, il est venu chez nous, chez Aramis. Et ce que j'ai trouvé de marrant, c'est qu'il est venu voir notre OBA sur le site web. Et les premières choses qu'il nous a dit, c'est « Attends, je ne comprends pas ton histoire. » Regardez l'OBA et dit « Je ne comprends pas la logique, etc. » Et une des choses assez fascinantes qu'il a fait, c'est que Pierre, c'est une force tranquille. Il arrive à pointer du doigt des choses très intéressantes, il arrive à spotter très facilement et très subtilement le point intéressant à retenir sur le sujet. Il va nous faire une présentation où, en fait, dans son parcours, il a pu côtoyer Hayashi-san, qui est un élève de Taishi Ohno. Donc, en fait, directement rattaché à la tradition de Toyota, les origines finalement du Lean, donc, qui nous intéresse aujourd'hui, tout en finalement apprenant aussi les nouvelles méthodes avec de l'agile. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Pierre, il va nous partager les ponts qu'il fait finalement entre la tradition du Lean, le TPS, et également avec le plus moderne de l'agile. Donc ça va être très intéressant. Comment donc, comment on arrive justement à les ponts qu'on arrive à voir finalement entre la tradition et quelque part le développement de nouveaux systèmes dans ce sujet technologique. Donc, je laisse la place à Pierre et je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Merci Cyril. On va aller vite parce qu'on est un peu en retard, il y a quand même quelques slides. Alors, je voudrais vous parler de 3 ans et 4 mois que j'ai passé au Japon avec ma femme qui se cache dans un coin. Et je vais vous parler un petit peu de notre vie au Japon, mais pas trop parce que l'histoire, le but c'est pas de raconter ma vie, mais de faire le lien avec le livre. On travaille chez Toyota au Japon et aussi Lean et Agile, une réflexion après Japon. Autrement dit, qu'est-ce que j'avais en tête en allant au Japon et qu'est-ce qui a peut-être changé pendant ma période chez Toyota. Alors bon, Cyril a dit la plupart des choses ici, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. J'ai passé 17 ans chez Volkswagen en fait, compris en Europe mais aussi en Chine. Et ensuite j'ai été chez Toyota depuis 2005. J'ai passé 15 ans en Belgique, donc je suis belge. Et c'est Toyota Europe qui se trouve là. Et puis j'ai eu la chance pendant les dernières années de ma carrière chez Toyota d'aller au Japon. Et d'être sponsor global de Toyota pour le TPS et l'Agile dans l'IT. J'ai même eu la chance, et je ne m'y attendais absolument pas, de donner une formation de Lean ou de TPS dans l'IT pour les gens de Toyota Motor Corporation au Japon. Parce que curieusement, dans l'IT, ça n'avait pas encore été appliqué énormément. Et finalement, quand j'ai pris ma retraite à 65 ans, je pensais prendre ma retraite, mais finalement, après 3 mois, je me suis un peu ennuyé, donc j'ai décidé de fonder une société qui s'appelle Hakuba. C'est une station de ski au Japon, mais en même temps, ce sont les noms chinois de ma femme et de moi, quand on l'écrit en caractère chinois. Voilà ce que... La vraie patronne, c'est ma femme, mais moi, j'essaye de faire des gambas autant que je peux. Alors... je suis curieux de voir qui a déjà vu des présentations de ma part dans le passé. Oui. Ok, un certain nombre de personnes. Bon, ça, c'est les présentations que j'ai données à Paris uniquement, mais elles n'étaient jamais en français. Donc j'espère que je m'en sortirai en français aujourd'hui. Ça, c'est la nouveauté pour moi. Et toutes ces présentations-là que j'ai données ici depuis 2012 sont sur YouTube. Il suffit de taper mon nom. Et mon nom, c'est Mazet. Si vous tapez Pierre Mazet, vous verrez des histoires sur les Maasai du Kenya, mais avec Pierre Mazet, vous aurez tout ce qui est là.
Alors, notre vie au Japon. Donc, ne vous inquiétez pas pour les caractères japonais, c'est pas indispensable de savoir les lire pour cette présentation-ci. Mais on est parti avec le dernier avion pour le Japon le 18 mars 2020. Et après, il n'y avait plus moyen d'y aller. Et donc, on est resté, je ne vais pas dire confiné, parce qu'au Japon, on n'était pas confiné. C'est ça le plus étonnant. Je suis très content d'être parti juste à ce moment-là. Et on était, en tout cas, on ne pouvait pas voir notre famille, nos amis, etc. pendant 2 ans. Et donc, on a eu au Japon ce qu'on appelait Sanmitsu, c'est 3C en anglais, c'est éviter les closed spaces, crowded places et close contact settings. Et c'était fait à la japonaise, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de sanctions ou d'obligations absolues, mais il y a l'autodiscipline des gens. Il y a aussi la pression des pairs. Il y a pas mal de gens qui se sont fait dénoncer parce qu'ils avaient fait du bruit le soir ou des choses comme ça. Et lire l'atmosphère, qui est quelque chose de très important dans la culture japonaise. Si on sent autour de soi qu'on fait quelque chose qui n'est peut-être pas bien, on va aussitôt se restreindre soi-même. Alors, notre vie au Japon, grâce au Covid, en fait, et à l'absence totale de touristes, on a réussi à aller dans toutes les 47 préfectures du Japon pendant 14 mois. Et on a fait toutes sortes de choses, entre voir un ours à Hokkaido, ou bien grimper au sommet du mont Fuji le jour de mes 65 ans, ou bien aller à Okinawa, ou en bas à gauche, c'est aller voir un arbre qui a, paraît-il, 7000 ans, mais il faut marcher 8 heures sur l'île de Yakushima pour y arriver. Et on a même pu voir les Jeux olympiques de Tokyo, puisqu'on est proche à Paris aussi maintenant. Simplement, il n'y avait pas de spectateurs permis, mais on a été le long de la course cycliste. Et en tant que Belge, je suis là avec mon petit drapeau belge devant les coureurs cyclistes belges. Une médaille d'argent cette fois-là. Et alors, à droite, vous voyez, ça c'est le Picture Cloud de Google sur toutes les photos qu'on a prises du sud au nord du Japon. Donc, on a étudié pas mal ce que c'était que le Japon. Et je vous montre quelques exemples de visualisation. La visualisation est vraiment partout. Entre, je sais pas, le métro à l'heure de pointe, où vous voyez directement qu'il faut aller vers l'escalator de gauche et pas celui de droite. Ou bien en bas dans le train rapide, le Shinkansen, où vous savez directement dans quelle voiture vous êtes, dans quelle direction il faut aller pour aller au wagon-restaurant, etc. Le ramen, donc les nouilles, en fait nouilles chinoises, où vous pouvez directement voir où il y a une table disponible et vous pouvez aller vous installer. Dans ces restaurants-là, on ne voit même pas la personne qui vous sert, c'est très particulier, mais tout se fait avec une automatisation et visualisation. Puis je me suis dit, c'est un peu bizarre de parler de visualisation pour les non-voyants, mais enfin, comment arriver à passer un message? Par exemple, en bas, vous avez une petite encoche sur un produit qui dit que c'est du lait pur, tandis que l'autre, ce ne l'est pas. Partout des systèmes pour aider les gens à traverser les rues. Et ici, vous avez un badge de protection pour les femmes enceintes pour qu'elles ne soient pas bousculées dans les métros, dans les transports. Et alors, un respect des gens. On parle souvent de respect for people dans le Toyota Way, mais vous voyez dans un hôpital l'infirmière qui se met à genoux pour parler aux patients. Et ici, c'est le cas d'une petite fille, une écolière qui traverse une rue et il y a une voiture qui s'est arrêtée pour la laisser traverser. Et après avoir traversé, elle se retourne et elle s'incline pour dire merci à la voiture qui s'est arrêtée pour elle. Je ne sais pas si c'est facile d'appliquer tout ça en France ou en Belgique d'ailleurs, mais en tout cas, ça rend la vie vraiment très agréable dans ce pays. Ça, c'est la gare de Shinagawa à Tokyo qui est extrêmement bondé, mais vous n'entendez quasiment pas un bruit parce que les gens ne parlent pas. Il n'y a pas de poubelle. Vous devez ramener vos ordures chez vous. Même quand on est allé camper plusieurs fois, tout le monde remet ses ordures dans la voiture à la fin et les ramène chez soi, là où ils habitent, pour pouvoir les jeter chez eux. Ça évite en même temps des problèmes de sécurité liés aux poubelles, d'ailleurs. Et bon, on peut pas manger. J'ai eu un cas incroyable. Pendant le Covid, j'allais à un fast-food et on ne pouvait pas rester dans le fast-food pour manger. Donc je devais emporter. Mais en même temps, si on emporte, on ne peut pas manger sur la voie publique. Donc j'étais là avec ma nourriture et je ne savais pas où je pouvais la manger.
Finalement, j'ai dû aller me cacher quelque part pour pouvoir manger. Et alors, la dernière chose sur la vie au Japon, c'est que la langue japonaise est très importante à comprendre parce qu'il y a des tas de gens qui sont extrêmement intéressants, mais qui malheureusement parlent très peu ou pas du tout l'anglais, et forcément encore moins le français. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts pour apprendre la langue. Vous avez les 5 niveaux de Japanese Language Proficiency Test, JLPT. On peut passer l'examen à Paris, chez INALCO. Je pense que le niveau N3, c'est un minimum pour arriver à communiquer avec les gens, mais ce n'est pas du tout facile de l'atteindre. Moi, j'ai dû rater 3 fois avant de réussir l'examen. Et maintenant, j'ai un examen N2 le 7 juillet. Probablement, je vais le rater. Là, j'ai passé un peu de temps à préparer ceci. Mais ma femme, qui est d'origine chinoise, elle a réussi N2 la première fois. Je trouve ça un peu unfair parce qu'elle connaît tous les caractères chinois avant de commencer. Mais bon, par contre, elle a déjà raté le N1. Donc là, il faut absolument réussir N1 cette fois-ci pour elle. Et N2 pour moi. Alors, vie professionnelle au Japon. À la fin de ma carrière en Europe, j'ai en fait quitté Toyota Europe pour commencer comme employé local au Japon d'une petite filiale de Toyota au Japon qui s'appelle Toyota Systems Corporation. Il y a 3000 personnes qui font de l'informatique pour Toyota et environ 7000 contracteurs. Donc c'est comme une informatique de 10 000 personnes. Mais c'est quand même très petit par rapport à Toyota Motor Corporation. Et comme j'étais conseiller du président de Toyota Systems, ce qui veut tout dire et rien dire, j'ai pu choisir moi-même ce que je faisais. Et donc j'ai essayé de faire ce à quoi je pouvais le mieux contribuer. Donc mon travail officiel, c'était de faire la stratégie globale de l'entreprise. Mais par exemple, comme je vois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissaient un peu l'anglais écrit, qui pouvaient le lire et qui pouvaient peut-être l'écrire, mais qui ne pouvaient pas du tout le parler. J'ai fait des cours de conversation anglaise. J'ai fait des cours de management international où je leur ai expliqué un petit peu les aspects interculturels. J'ai aussi fait la liaison avec Woven by Toyota. C'est la partie Toyota qui crée la ville connectée sur les contreforts du mont Fuji et qui aussi développe le système embarqué pour les voitures qui s'appelle ARIM. Et aussi, comme j'étais CIO régional ou directeur informatique régional, j'ai gardé des jobs que j'avais avant, par exemple sponsor global pour TPS ou Lean et Agile. Et aussi, j'ai pu donner des cours de TPS et ça, c'était avec TMC. Et j'ai été aussi sponsor pour une série de choses parce que j'étais à la fois au Japon et évidemment, je pouvais parler anglais assez facilement par rapport à eux. Donc, ils m'ont beaucoup utilisé pour des jobs globaux aussi. Alors ça, c'est quelques images. Bon, je ne peux pas vous montrer trop les trucs internes comme la stratégie de l'entreprise, mais ça donne peut-être l'impression qu'on a surtout passé notre temps à nous amuser. Mais en fait, on a créé des liens avec les gens avec qui on avait le cours d'anglais, des liens très proches, parce qu'on dit souvent que les Japonais sont un petit peu difficiles d'accès, mais en donnant ces cours d'anglais, en dehors même des heures de travail, on a créé vraiment des liens d'amitié. Et ça, c'est l'équipe Fit for Global de managers à qui on a donné des cours en anglais. C'était très difficile pour eux, donc on les a accompagnés aussi, mais pour leur expliquer comment travailler avec des équipes dans d'autres pays. Mon message ici, quand vous voyez des Japonais qui ne parlent pas beaucoup, c'est certainement pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais c'est peut-être parce que leur connaissance de l'anglais n'est pas très bonne, ou parce qu'aussi ils n'aiment pas trop parler pour ne rien dire, mais quand ils disent quelque chose, c'est important de pouvoir écouter ce qu'ils disent. Et ça pourrait être des sensei. Hein. Sensei, ça veut dire né avant, donc c'est quelqu'un qui a en principe plus d'expérience que vous et qu'il est utile d'écouter. Alors, chez Toyota Systems et Toyota Motor Corporation, on a fait une transformation agile. Alors tout de suite, je regarde Michael. Ce qui est important chez Toyota, c'est évidemment le Toyota Production System. Seulement, dans l'IT, Toyota a travaillé beaucoup avec des fournisseurs externes, style IBM, Fujitsu, etc., qui au départ n'appliquaient pas le Toyota Production System. Donc en fait, il était important qu'on applique les principes du TPS aussi dans l'IT. Et un certain nombre de principes étaient appliqués, mais quand même, il y avait une majorité de systèmes qui étaient faits en waterfall.
Donc, on peut dire qu'il n'était pas agile, mais il n'était pas lean non plus. Et chez Toyota Systems, on a repris 90% de l'informatique de TMC, mais on a aussi pris 3 sociétés informatiques qui existaient déjà. Et on a aussi commencé à embaucher beaucoup de gens sur le marché qui ne connaissaient pas du tout le TPS, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une usine, etc. Et donc, l'Agile nous donnait une possibilité de commencer assez rapidement à faire des PDCA cycles et des choses qui sont en fait TPS, mais parfois en utilisant la terminologie Agile. Et il y a des difficultés, mais Toyota a réussi à aller au-delà de ces difficultés dans les usines, donc il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire dans les bureaux. Mais escalader des problèmes vers le top management, c'est quelque chose qui est très difficile à faire pour un Japonais parce qu'il y a un énorme respect de la hiérarchie et on hésite à bypasser des niveaux, etc. Mais en même temps, dans une usine, quand un ouvrier tire l'andon, en fait maintenant je devrais dire pousse l'andon parce que dans les usines au Japon, c'est maintenant un bouton qu'on pousse. Mais bon, ça arrête l'usine et tout le monde est au courant qu'il y a un problème. Donc on doit pouvoir appliquer la même chose dans l'IT également. Et aussi, il y a un point très intéressant, c'est qu'au début, je disais aux gens, oui, vous faites un pool des tâches que vous savez faire. Et puis, dans certaines équipes, il n'y a personne qui prenait les tâches. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est vrai, au fond, le système de Toyota, c'est que si je suis ton sensei, je vais essayer de te développer. Et donc, je vais te donner une tâche dont je sais qu'elle est appropriée pour toi, parce qu'elle va faire un petit stretch, mais elle ne va pas être trop difficile pour toi, elle va t'aider à te développer. Mais si on passe à un système où les gens prennent eux-mêmes leurs tâches, ils vont peut-être prendre des tâches qui sont trop difficiles pour eux, et c'est plus ce qu'on fait dans l'Agile. Donc, quand on comprend ça, on doit avoir un système un peu hybride pour être sûr que les gens vont s'occuper des bonnes tâches. Et ça doit être un mélange de pool, mais aussi de guidance de la part des gens plus expérimentés pour savoir quelle tâche convient aux gens. Mais tous ces points ont été réglés dans les usines. Donc, en fait, en 2020, M. Toyoda, qui était le patron à ce moment-là, a dit « Je ne comprends pas pourquoi on n'applique pas plus le TPS dans les parties, on va dire... dans les parties employées, dans la finance, HR, IT, etc. Et là, subitement, il y a eu un gros mouvement et c'est juste le moment où je suis arrivé, en fait, où on a commencé à appliquer beaucoup plus le TPS. Donc, c'était très intéressant d'être là à ce moment-là. Alors, bon, dans la traduction de Toyota, quand j'ai commencé à faire un peu d'agile chez Toyota Systems, tout le monde m'a posé des tas de questions. Quand j'avais commencé l'Agile en Europe en 2012, tout le monde a dit « Ah, un nouveau truc, chouette, on s'y met » et quasiment personne n'a posé de question « Pourquoi on fait ça ?» Parce qu'ils voyaient que d'autres le faisaient, etc. Mais chez Toyota, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tout le monde vous pose des questions, mais on ne voit pas pourquoi il faudrait faire ça. Et ces questions m'ont amené aussi, moi, à questionner beaucoup de choses que j'avais faites auparavant, parce que j'avais jamais dû répondre à ces questions-là, et c'était évidemment très intéressant d'y répondre, et parfois la réponse est peut-être que justement dans ce cas-là, il ne faut pas faire de l'agile. Donc la première chose, c'est que comme les Japonais respectent très fort la hiérarchie, les procédures, etc., il y a une agence au Japon qui s'appelle l'IPA. Alors c'est pas une bière pour ceux qui connaissent ça, c'est le IT Promotion Agency. Et l'IT Promotion Agency n'avait pas encore édicté les règles pour l'Agile. Donc, il me disait, on ne peut pas encore commencer parce que comme l'agence gouvernementale n'a pas encore dit comment on devait travailler, on hésite à le faire parce que peut-être qu'on ne va pas le faire de la bonne manière. C'est quand même pas possible. Si Toyota le fait, peut-être c'est l'IPA qui va essayer de noter comment Toyota le fait et puis publier pour tout le monde. Donc, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Alors, il y avait aussi des cas que moi, je n'imaginais pas. On me dit, ah, mais... mes utilisateurs n'ont plus de nouveaux requirements pour les 10 années à venir. Je dis, hein, quoi, c'est pas possible, ça n'existe pas, quelque chose comme ça. Oui, on a tellement optimisé que le système ne va pas changer dans les 10 années à venir, donc on ne voit vraiment pas pourquoi on perdrait du temps à faire de l'agile. Ou aussi, si c'est seulement une migration technique, est-ce qu'il faut faire de l'agile? J'ai aussi entendu, ah, mais si on passe à l'agile, les ressources vont être plus chères, donc finalement, ça va coûter plus cher. Enfin, donc tout, évidemment, pourquoi pas TPS seulement, puisque on verra qu'on peut évidemment faire seulement du TPS et on va faire tout ce que l'Agile fait aussi, simplement en utilisant d'autres terminologies.
Donc finalement, moi mon ambition était de passer à 100% Agile TPS, disons, pour toute l'entreprise. Et on s'est mis d'accord d'aller vers 60% en 3 ans et de ne pas forcer les 100% tout de suite. Et je me disais, de toute façon, comme on commence à peu près à zéro, si on arrive à 60%, à ce moment-là, on aura une masse critique et ça ne pourra pas revenir en arrière. Ça, je vérifierai quand je retournerai chez eux si ça n'est vraiment pas revenu en arrière. Et je pense que les gens comprennent de plus en plus l'intérêt qu'il y a à travailler, je vais dire, en appliquant le Toyota Production System à l'IT. Alors, il y a eu aussi beaucoup de différences culturelles et où j'estime, bon, à la réflexion, c'est souvent moi qui réagissais pas bien par rapport à ce qu'on attendait de moi au Japon. Donc j'ai challengé beaucoup de choses. Et il y a des choses où je me suis dit après, ok, maintenant que j'ai compris, c'était pas nécessaire de perdre du temps à challenger. Mais par exemple, il y a une application stricte des contrats. S'il est mis dans mon contrat que je vais rentrer en Europe une fois tous les 2 ans en business class, même si subitement à cause du Covid ça coûte 3 fois plus cher, c'est marqué dans mon contrat, donc on va me payer le vol. On ne va pas dire ah mais maintenant on va te faire plutôt économie parce que c'est trop cher. Mais à l'inverse, s'il est marqué que je rentre en avion, si je dois aller, on habitait à Nagoya, si je dois aller d'abord de Nagoya à Tokyo en train, comme il est mis dans mon contrat que c'est en avion, ben, si je ne prends pas l'avion, c'est moi qui dois payer le train. C'est énervant parce que c'est moins cher que l'avion, mais bon, c'est ça qui est marqué dans le contrat, donc autant pas passer de temps à discuter et appliquer ce qui est marqué dans le contrat. L'autre chose aussi, c'est les accidents de voiture. Ici, quand on fait un accident de voiture en privé, on n'imagine pas que l'entreprise a quelque chose à voir avec ça. On n'a pas tellement envie d'aller expliquer ça à son patron, etc. Mais au Japon, les réflexions qu'on fait avec un accident de voiture vont vraiment très très loin. Alors si en plus c'est avec une voiture de société, ça va encore beaucoup plus loin. Il faut faire un document, il faut faire une réflexion, mais pas seulement ça. Les contre-mesures qu'on applique pour ne plus avoir ce genre d'accident à l'avenir, on ne doit pas les appliquer toutes seules. On doit les expliquer à son management, on doit l'expliquer à tous ses collègues pour qu'eux appliquent les mêmes contre-mesures. Et on doit en plus vérifier qu'ils ont appliqué les contre-mesures. Donc j'aime autant vous dire qu'on essaye de ne pas avoir d'accident. C'est très dissuasif. On a un cas amusant, c'est que si jamais on touche un petit peu un poteau dans la rue et que le poteau est peut-être griffé, mais on n'est même pas certain qu'il est griffé, il faut qu'on arrive à voir qui est le propriétaire du poteau. Donc on a eu un cas où le propriétaire du poteau était NTT, une télécom japonaise, et donc il faut alors les appeler pour dire on est vraiment désolé, mais on a touché votre poteau numéro machin. Et eux doivent alors aller voir sur place si le poteau n'est pas abîmé et nous dire OK ou pas OK, vous devez payer une facture de autant. Donc, les accidents, c'est quelque chose. Donc, quand on dit safety first chez Toyota, c'est vraiment ça que ça veut dire. Et bien entendu, il y a des accidents, il y a parfois des accidents mortels dans les usines, donc évidemment, des accidents de voiture peuvent aussi être très graves. Donc, ça a du sens. Mais disons qu'avec notre culture française, ça demande quand même un petit peu d'adaptation. Alors, la dernière partie de ma présentation, c'est sur Lean et Agile. Alors, je vous parle d'abord d'un samouraï japonais, Miyamoto Musashi. Qui connaît Miyamoto Musashi? Et donc, ce samouraï du XVIIe siècle n'a pas écrit de software. Mais Alistair Cockburn, qui est un des signataires de l'Agile Manifesto, en parle parce qu'il a quelque chose de très particulier, c'est qu'il a livré 61 combats dans sa vie et il les a tous gagnés. Et heureusement, sinon ça aurait été probablement moins que 61. Et en plus, c'est pas qu'il a perdu le 62e, il a pris sa retraite après 61 combats et puis il a écrit ce livre qui s'appelle Le Traité des 5 roues, des 5 anneaux, ce qui est aussi amusant dans un contexte olympique. Et il a finalement 3 principes, et ces principes s'appliquent tout à fait au Lean. C'est de dire, ne vous attachez à aucune arme ou à aucune école de combat, prenez ce qui fonctionne pour la situation où vous êtes. Et lui, il était connu pour avoir une longue épée et une courte épée, et en fonction des circonstances, il utilisait celle qui convenait pour trucider son adversaire. Alors, ce n'est pas une recommandation, mais
ne pas trop se focaliser sur le type d'outil qu'on utilise, mais choisir le bon outil par rapport à ce qu'on doit faire, c'est ça le point. Et il dit aussi pratiquez, observez et réfléchissez. Et en fait, c'est le PDCA déjà. Et son troisième point est très important, c'est gagner. Alors je traduis ici pour l'audience aujourd'hui, c'est ne tuez pas vos adversaires, mais livrez de la valeur à vos clients. C'est là que vous gagnez. Alors, évidemment, je suis un peu biaisé entre, si on me demande qu'est-ce qui est mieux, Lean ou Agile, bien sûr, pour moi, le Lean est beaucoup plus vaste que l'Agile. Mais on peut aussi faire du Lean de manière parfaite, et tellement parfaite qu'on n'est pas suffisamment agile. Donc il ne faut pas oublier de garder l'agilité que le fondateur de Toyota avait dès le début, mais qui est beaucoup plus dur avec une entreprise de 350 000 personnes comme aujourd'hui. Donc j'insiste toujours sur le fait qu'il faut faire un Roshin. Roshin, c'est la direction où vous voulez aller. Et parfois, les gens croient que oh, je suis agile, donc chaque semaine, je vais démarrer un sprint et puis je vais faire le contraire de ce que j'ai fait la semaine d'avant, mais ce n'est pas grave puisqu'on est agile. Non, il faut toujours savoir où on veut aller. Et ça change vraiment pas tous les jours, ou très rarement même. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un ringi ou ringisho. Ce n'est pas un mot Toyota, c'est un mot japonais. Quand on regarde la définition, le ringisho, c'est coucher sur papier le résultat d'un emawashi, c'est-à-dire on se met d'accord avec tous les gens dont on aura besoin pour le projet. Quand on est d'accord, on sait ce que ça coûte, le temps que ça va prendre, on met tout ça sur un papier, un A3 en général, on le signe et à partir de ce moment-là, tout le monde est en fait dans le même bateau pour réaliser ce qu'on a signé. C'est étonnant en fait le nombre d'entreprises qui n'ont pas ça et qui démarrent des projets, mais en fait, les gens ne sont pas d'accord et finalement, le projet se passe mal, il y a des délais ou même on l'arrête complètement. Donc, pour moi, le Roshin, donc direction un petit peu plus vaste sur plusieurs années. On fait aussi des Roshin sur chaque année. Et puis les Ringi à l'intérieur de l'année pour décider en détail de ce qu'on va faire. Si on a tout ça, alors on peut commencer à travailler avec des cycles courts et avec de l'agilité. Mais même quand on fait un Roshin, on peut changer. Par exemple, en 2011, il y a eu le tsunami et tremblement de terre au Japon, et tout a été chamboulé dans l'année. On a refait complètement le Roshin de l'année de Toyota pour l'année en cours. Donc, quand il y a un événement majeur, on peut tout à fait adapter le Roshin aussi en cours d'année. Alors, ceci, c'est l'exemple du Ringi. Donc, c'est quand on veut créer un document pareil, donc un A3, mais ça pourrait être un A4, nous avons un problème business, ce processus est la cause du problème, que nous pouvons régler en faisant ces améliorations, nous donnant ces bénéfices, voici la solution, voici son coût, voici le retour sur investissement, voici l'organisation du projet, et voilà le calendrier de mise en œuvre. Ça, c'est un Ringi. Et on pratique ça un petit peu maintenant chez Aramis Auto comme pilote. Ceci, je ne vais pas rentrer en détail de chaque concept, mais vous voyez dans le background ce que c'est que Scrum, hein, avec Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, le sprint qui est souvent plutôt 1 ou 2 semaines maintenant, et puis le daily Scrum, et à la fin Sprint Review et rétrospective. Ça, c'est ce qu'on fait en Scrum, qui est un framework d'implémentation de l'Agile. Mais là-dedans, vous avez aussi tous les éléments qui sont sur un fond jaune, du TPS. Simplement, on utilise d'autres termes. Moi, j'étais chez Toyota, j'ai expliqué l'agile avec des termes Toyota. Chez vous, vous devrez peut-être faire le contraire. Mais ces termes sont très proches. Et alors, il y a des choses en plus, comme j'ai expliqué avant, c'est-à-dire le Roshin, le Ringi, etc., qui n'existent pas dans l'agile, mais qui sont indispensables comme framework pour faire fonctionner l'agile. Donc, vous voyez, si je me fixe un but ultime, je connais ma situation actuelle et puis je dois aller à un objectif intermédiaire. Ici, je dois fonctionner de manière agile pour éviter les embûches, mais ceci va rester quelque chose de très fixe qu'on garde en tête tout le temps. Alors, en général, on montre des temples du TPS comme ceci, avec les piliers du Just-in-Time et du Jidoka, les Fundamentals et le toit.
Mais quand j'ai travaillé là-dessus pour mon doctorat à l'Université de Strasbourg entre 2014 et 2017, il y avait beaucoup plus de concepts et qui ne rentrent pas dans ce temple du TPS. Ça, on l'utilise pour simplifier et pour apprendre aux gens qui sont nouveaux dans le TPS. Et quand j'ai mis tous les concepts sur papier, bon, ça c'est l'exemple où je dis que l'agilité est plutôt sur le just-in-time, mais la qualité est un pilier très important et qui est parfois sous-estimé dans les méthodes agiles, mais pas dans le TPS. Et donc, moi, je suis venu avec tous ces concepts-ci. Alors, de nouveau, je ne vous demande pas de les lire en détail, mais il y a un lien, donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Et quand j'ai organisé tous ces concepts, bon, je ne pouvais pas les mettre facilement dans le House of TPS, mais il y a des concepts fondamentaux qui ressortent. Et ceci, donc, dans ce que j'appelais l'ontologie du Lean, ça, c'est les concepts de haut niveau. Et vous retrouvez les deux piliers juste à temps et Jidoka, qu'on peut appeler aussi stop à temps, donc juste à temps et stop à temps. Donc c'est la contradiction d'où sort en fait la meilleure qualité et le flux tiré dans le Lean. Et puis les choses qui sont liées au client, à la satisfaction des parties prenantes et à la construction des personnes. Je ne sais pas si c'est correct en français, mais hitozukuri en japonais. Et il y a monozukuri ou kotozukuri qui est la construction de choses. Et bien sûr, l'amélioration continue, le kaizen, la visualisation, la sécurité sont fondamentales aussi pour faire du Lean. Alors, j'ai mis ici Agile intervient ou a des notions similaires sur un certain nombre de ces points, mais il y a assez peu sur le Jidoka et il y a assez peu sur le monozukuri. Et il y a un petit peu sur la construction des personnes, parce que le Scrum Master peut essayer de former les gens au Scrum, etc. Mais c'est partiel. Et la sécurité, je ne vois rien là-dessus, mais c'est fondamental quand on est, par exemple, dans une usine, même dans l'informatique, on peut se faire très mal aussi, avec l'électricité, par exemple. Voilà. Et donc, on va, comme on n'a plus de temps aujourd'hui, mais dans la masterclass que je vais donner avec ma femme dans 2 jours, on va rentrer un peu plus en détail sur ces différences. Et je suis d'avance très intéressé aux discussions qu'on va pouvoir avoir sur l'agile et le TPS. Donc, en conclusion, je pense que tous les concepts existent dans le TPS, même ceux que je mets ici du côté Agile. Mais parfois, ils se perdent un peu quand la société est trop grande, et c'est même le cas de Toyota. Toyota, à force de faire une qualité parfaite pour tout, était parfois un petit peu moins réactive. Et donc, le fait de mettre des sprints, de dire aux gens, vous devez créer un MVP, Minimum Viable Product, dans une période limitée, mais qui n'est pas parfait, très difficile d'exprimer à des ingénieurs qui sont les meilleurs dans le monde pour être parfaits, que c'est OK dans certains cas de ne pas être tout à fait parfait et de faire une fréquence de release beaucoup plus élevée, ça peut apporter quelque chose. Mais de nouveau, ces points-là étaient déjà au début chez Toyota, quand Toyota ne faisait pas des machines mais des métiers à tisser. Monsieur Toyota améliorait son métier à tisser tous les jours, hein, donc il faisait un sprint journalier, on va dire. Donc tout ça était chez Toyota au début aussi. Donc c'est juste de temps en temps, il faut rappeler ces principes-là. Mais tout se trouve en fait dans la partie gauche. Et donc un praticien TPS, un praticien agile, s'ils comprennent que les termes qui veulent dire la même chose, s'ils comprennent les choses qu'il y a en plus dans le Lean, ils peuvent finalement combiner les deux et être capables de parler à des fournisseurs qui peut-être ne connaissent que l'agile et être capables en interne ou dans des entreprises qui ont fait une transformation Lean, de travailler dans un environnement Lean sans être obligé de dire on a fait ça en Lean, ça n'a pas marché, on commence en agile et puis après on laisse tourner agile, on recommence en Lean. Donc ce n'est pas nécessaire, on peut avoir une continuité. Voilà ce que je voulais dire. Merci Pierre pour ton partage.